à Paris. Et à Paris, il va réaliser de 1622 à 1624 24 grandes compositions qui sont aujourd'hui conservées au Louvre. Donc vous avez ici en bas ce cycle qu'on appelle le cycle de la vie de Marie de Médicis, donc reine de France, épouse d'Henri IV, donc qui a commandé ce cycle à Rubens et qui était destiné à une des galeries de son palais, le palais du Luxembourg. Donc vous avez ici une gravure du palais du Luxembourg, accompagnée d'un plan. Et vous avez ici sur cette aile, indiqué sur le plan, la galerie de Rubens, donc où étaient accrochées ces toiles de grande dimension. Donc dans ces toiles, on va voir, il mêle réalité, donc événements tirés de la vie de Marie Médicis, avec allégorie et mythologie. Je vous présente, alors évidemment je ne vais pas avoir le temps de vous présenter toutes les toiles composant ce cycle de la vie de Marie Médicis. Ici, je vous montre la pièce principale de la galerie, ce tableau central qui était destiné à être accroché au fond de la galerie et qui illustre un moment majeur de la vie de la reine. Vous avez donc un format qui est en horizontal et non pas en vertical. Je vous montre ici comme on voit ici. Vous avez donc ce format en vertical. Taille de grande dimension. Différents dieux sont représentés. Vous avez ici, alors je montre mon curseur ici en haut de l'écran, pour vous montrer ici dans cette composition la présence du dieu Hercule. Derrière lui, on reconnaît le dieu dont je parlais tout à l'heure, Mercure. Et donc ces dieux accueillent Henri IV ici, qui, je vous rappelle, a été assassiné par Ravaillac en 1610. Donc le roi de France est accueilli par les dieux. Il est habillé comme un empereur romain. Vous le voyez, couronné, un détail montrerait qu'il est couronné de laurier. Il est porté donc vers ces dieux par Jupiter et Saturne, et en bas deux figures, ces figures ailées qui sont deux victoires à l'avant-plan qui semblent pleurer le roi, la mort du héros, du roi. L'une porte un trophée, je montre ici toujours avec ma souris, ici un trophée d'armes qui va servir de démarcation, de séparer visuellement la partie gauche de la partie droite de la composition. Et donc ici, sur la partie droite de la composition, est figurée la reine, donc Marie de Médicis, qui est représentée en habit de veuve. Et donc l'idée de cette partie de la composition est de représenter la prise de pouvoir par la régente, par Marie de Médicis. Donc, comment figurer cette prise de pouvoir? Par différentes allégories. Vous avez ici ce personnage qui est une allégorie de la France, qui tend à la reine le globe fleur d'Elysée, pardon. Autour, vous avez également ici dans les airs ce personnage qui est la providence de Dieu, qui tend le gouvernail. Vous avez ici un gouvernail qui signe d'autorité, signe de gouvernement. Vous gouvernez, hein, comme le nom l'indique. Ici, la reine est entourée, alors vous avez ici à gauche de Minerve ou Athéna, la déesse de la sagesse. Elle est également entourée de l'autre côté par la présence de la prudence. Donc autant d'allégories qui figurent cette idée de prise du pouvoir. Et alors juste un détail ici, alors ici il ne s'agit pas d'allégorie, il s'agit
ces personnages, il s'agit des grands du royaume qui font allégeance à la reine. Et encore une fois, on a dans cette composition cette idée de mouvement, une composition qui va encore une fois être structurée sur une diagonale ascendante pour représenter cette transmission donc, du pouvoir, donc qui part d'ici de ces deux victoires et qui semble se terminer avec la tête de Minerve ou Athéna. Juste un petit point sur cette question d'allégorie. Je viens de parler d'une allégorie. De quoi s'agit-il lorsqu'il est question d'allégorie en histoire, dans le cadre de la discipline d'histoire de l'art? Il s'agit donc du procédé par lequel le peintre exprime une idée abstraite sous la forme d'une figure à laquelle va être associés différents attributs qui va permettre au lecteur, au spectateur, de savoir de quelle allégorie il s'agit. Donc, les artistes possédaient des recueils de figures allégoriques, comme par exemple, ici je vous présente un de ces recueils d'allégories qui servait un peu de vocabulaire, de manuel d'allégorie à disposition des peintres. Le plus célèbre d'entre ces recueils est l'Iconologia de Cesare Ripa, qui a été publié pour la première fois en 1593, et ensuite s'est suivi de nombreuses rééditions, des traductions, donc toujours intéressant de prendre en compte quelle édition, avec quelle traduction a été utilisée par tel ou tel peintre que vous étudiez. Donc il s'agit vraiment de références et de sources pour les artistes. Je vous montre un exemple, alors toujours tiré de ce même cycle, qui figure ici la prise de la ville de Juillet. Il s'agit d'une victoire militaire française qui est représentée ici. Et on va s'intéresser, donc vous avez toujours la reine à cheval, et on va s'intéresser à ce personnage qui accompagne la reine, qui, vous le voyez, est figuré à côté d'un lion et qui tient dans la main un collier de perles. Et donc, en se référant à la gravure du recueil de Cesare Ripa, tout simplement, on voit bien qu'on retrouve cette même figure avec le lion et tenant des bijoux dans la main. Et donc, vous avez accompagné d'une gravure et d'une description. Certaines éditions, la première édition, ne sont pas accompagnées de gravure, mais seulement des descriptions. Et donc ici, on peut facilement savoir que ce personnage représente la figure de la générosité. Alors de la même manière, on peut s'intéresser à ces personnages dans les airs, toujours pareil. Vous avez donc la victoire qui couronne la reine de feuilles de laurier et la figure de la renommée qui, avec sa trompette, vous avez ici, on retrouve la trompette de la figure de la renommée qui annonce les victoires de la France grâce à l'instrument. Donc, ces allégories figurent dans de nombreuses compositions de Rubens, parfois porteuses d'un contenu politique. Et les commentateurs de l'époque ont dit que Rubens était un peintre érudit. Rubens avait cette réputation d'être un peintre savant, un peintre érudit qui avait une grande culture et donc une très bonne connaissance de ces allégories, de la mythologie, de l'Antiquité, etc., etc. Je vous disais, il voyage beaucoup, il a été à Madrid, il a été en Italie, il a été en France, et il a été également invité à Londres, à la cour de Charles Ier d'Angleterre, toujours en qualité de diplomate. Alors l'objet du voyage était de négocier la paix entre l'Espagne et l'Angleterre, et au passage, Charles Ier en profite pour lui demander un décor.
Et il va en profiter pour demander à Rubens de réaliser le plafond de la salle des banquets que vous avez du palais de Whitehall, dont vous avez ici, alors vous avez une vue de la salle, ici une vue de plafond, et je vais m'intéresser ici plutôt à la partie centrale du plafond. Alors les peintures ont été exécutées à Anvers et ensuite ont été mises en place, ont été transportées et mises en place à Londres. Alors il s'agissait ici de commandé par Charles Ier, donc il s'agissait ici de demander à Rubens de représenter l'apothéose de James Ier. Et donc, c'est-à-dire, il s'agissait pour Charles Ier, grâce à ce décor, de rendre hommage à son père, Jacques Ier, donc. Et donc, c'est ce qui est figuré sur la partie centrale du décor, où on peut voir ici les qualités de peintre de Rubens, et notamment avec ses forts effets du raccourci. Charles Ier, pour rester quelques instants en Angleterre, va également s'attacher les services d'un peintre, Anton van Dyck, qui a travaillé avec Rubens, a collaboré pour certaines œuvres avec Rubens et qui était considéré comme Rubens comme son meilleur collaborateur. Alors, Anton van Dyck est né à Anvers. Il n'a pas forcément été l'élève ou formé, un peu comme Jordaens, il n'a pas forcément été l'élève de Rubens, mais on sait qu'il a travaillé dans son atelier, qu'il a collaboré et qui a, dans un premier temps, appris à peindre dans la manière de Rubens. Et par exemple, ce tableau est le résultat d'une collaboration entre Pierre-Paul Rubens et Anton van Dyck. Ce tableau qui a pour sujet Achille découvert parmi les filles de Lycomède. Alors juste un point rapide sur le sujet ici du tableau, je vais terminer avec cette œuvre parce que je crois que c'est déjà la fin du cours. Pour l'empêcher de partir à la guerre de Troie, la mère d'Achille avait déguisé le héros Achille en fille et l'avait caché parmi les filles de Lycomède. Donc c'est pour ça qu'au centre de la composition, habillé avec une robe rouge, il s'agit d'Achille déguisé en femme. Ulysse démasque le héros, donc Achille, en se déguisant en marchand et en apportant des cadeaux, des présents, des bijoux auxquels il avait mêlé des armes sur lesquelles évidemment Achille va se laisser berner et au lieu de s'intéresser, de se ruer sur les bijoux, il va se ruer se précipiter sur les armes. Donc voilà le sujet, l'épisode représenté dans cette composition. Et ce qui est intéressant par rapport à ce tableau, c'est qu'on possède une lettre écrite par Rubens au commanditaire du tableau, qui était l'ambassadeur anglais, qui était un collectionneur. Et il explique dans ce tableau, et vous avez ici donc, le passage de cette lettre traduite ici sur le slide, à propos de ce tableau, donc, il évoque un tableau représentant Achille habillé en femme, exécuté par le meilleur de mes élèves. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de dire que Van Dyck était considéré par Rubens comme le meilleur de ses élèves. Entièrement retouché de ma main, très agréable composition, remplie de très belles jeunes filles. Et donc vous avez ici un élément aussi qui est intéressant par rapport à ce travail de collaboration, cette idée de retoucher par ma main, cette idée de la dernière touche qui est posée par le maître.
Encore une fois, on retrouve cet aspect dynamique de la composition qui est organisé sur une diagonale, encore une fois. Et Van Dyck va rapidement se spécialiser, se consacrer principalement à l'art du portrait. Et il s'établit en 1631 en Angleterre, où il va être nommé chevalier et peintre officiel de Charles Ier. Et Van Dyck va rester jusqu'à sa mort en Angleterre. Il va réaliser plusieurs portraits. Et je commencerai avec ce portrait de Charles Ier, ce portrait de Charles Ier par Van Dyck. Je commencerai avec ça lors de la prochaine séance. Merci de votre attention et bonne semaine. Et donc,